l'étude que publie La Croix régulièrement avec toi, parce que ça en dit long quand même sur la défiance qui est de plus en plus importante dans notre société vis-à-vis eh bien, de ceux qui portent une parole. Et à mon avis, cette défiance, elle est consubstantielle à la mutation qu'on est en train de vivre, qui n'est pas une crise. On peut appeler ça une crise, mais ce n'est pas une crise pour moi. C'est une mutation économique et de civilisation qui est énorme, qui est due à l'apparition de l'Internet, de la numérisation et du transport de l'information dans notre monde moderne. Cette défiance, elle est nourrie aussi par le fait que ceux à qui on s'adresse sont considérablement plus éduqués que ceux à qui on s'adressait jadis. Et le niveau d'éducation, quoi qu'on en dise, a considérablement augmenté. Et qui dit niveau d'éducation ayant augmenté, dit aussi esprit critique beaucoup plus fort. Et troisième chose, je pense qu'on est dans un monde aujourd'hui qui est un monde de l'infidélité. Ce qui veut dire que, eh bien, on a, d'abord on saute d'un titre de presse à l'autre, comme on saute d'une marque de yaourt à l'autre. On est beaucoup moins attaché à un produit parce qu'on est susceptible de le remettre en question et d'en remettre le contenu en question assez vite. Et c'est parce qu'on a un esprit critique qui est beaucoup plus développé. On ne fonctionne plus dans des couloirs, dans des cases comme par le passé. Si on prend la presse, par exemple, avant c'était assez courant, on lisait l'Humanité de père en fils, on lisait le Figaro de père en fils, on lisait le Monde de père en fils, on lisait la Croix de père en fils. Aujourd'hui, vous pouvez très bien lire le Figaro le lundi, le Libération le mardi, et ainsi de suite. Il n'y a pas ce côté... cette infidélité, elle est aussi la marque d'une certaine défiance, finalement. On a un esprit critique qui fait que on a envie de se faire son avis par soi-même, davantage que d'une soupe qui est servie, d'une soupe, d'une pitance qui est servie en direct par les médias. Et je vous parlais de la mutation tout à l'heure parce que je pense que cette mutation nous fait remettre en cause et en question beaucoup de choses dans notre univers mental et intellectuel, qui fait qu'on est en quête d'une vérité et que cette vérité, eh bien, on a du mal à la saisir. Il n'y a plus d'idéologie aujourd'hui, si vous regardez bien. Les idéologies sont toutes mises à mal, sont toutes remises en question. Et donc cette quête fait que, eh bien, on est en recherche. Et cette recherche, elle est loin d'être terminée parce que on est dans un monde qui bouge énormément. Après la qualité, je voudrais en venir à ce mot qui me paraît essentiel. Et là, j'adhère à 300% à ce que vient de dire François. Je pense que la presse, enfin les médias, pas la presse, les médias, il faut que j'arrête de dire la presse parce que malheureusement la presse aujourd'hui dans les médias, c'est une toute petite partie, ne s'en sortiront que par le haut et que par la qualité. Et on le voit aujourd'hui, moi je le vois par ma propre expérience au Figaro et par la propre expérience du Figaro. Si vous prenez simplement le support papier, c'est un support aujourd'hui qui fait une part très belle au reportage, à l'analyse, au décryptage, beaucoup plus qu'à l'information brute que vous avez de toute manière d'une minute à l'autre facile d'accès. Et tout ça, ces éléments de reportage, de décryptage, d'analyse, ça coûte cher. Ça coûte cher parce que d'envoyer quelqu'un ou des équipes sur les terrains de guerre, ça coûte très très cher. À l'autre bout du monde, ça coûte très très cher.
d'avoir des experts qui sont compétents un peu dans tous les domaines, pas dans tous les domaines, mais dans des domaines précis, ça se paye aussi. Ça se forme et se paye. Et donc, si on s'en tient à ça, c'est un investissement important. Gage de qualité. Et si vous regardez bien les sites internet qui s'en sortent, ce sont ceux qui misent aussi sur la qualité. Le robinet à rumeurs ou le robinet à pipolisation, enfin, ça marche peut-être, je sais pas, mais quand on se cantonne à l'information, et moi, je prétends, je ne sais pas si je le fais, mais je prétends être dans le registre de l'information, pas dans celui de la mise en scène et de la pipolisation, eh bien, j'observe que les sites internet qui s'en sortent aujourd'hui, ce sont ceux qui livrent une information de qualité, recherchée, vérifiée, et c'est ce qui fait la différence d'ailleurs entre un site d'information, entre les sites d'information. Les sites d'information qui ont du public, c'est ceux auxquels le public accorde du crédit, et donc ceux auxquels ils accordent du crédit, ben, c'est ceux qui leur apportent une information qui n'est pas démentie dans l'heure ou dans la journée qui suit. Et pour vous donner ma propre expérience au Figaro, on traite avec autant d'attention et autant de minutie ce que nous diffusons sur Internet, qui pourtant a un flux bien plus considérable que le papier, que ce qu'on met donc sur ce qu'on appelle le print. Donc là, il y a une exigence qui est comparable. Et je crois qu'en plus, aujourd'hui, autant il y avait un maniement de l'Internet, je parle des sites d'information, hein, je ne parle pas de l'Internet en général, il y avait un maniement qui était un petit peu anarchique et balbutiant de la part aussi bien des diffuseurs que des consommateurs il y a quelques années, autant aujourd'hui j'ai l'impression que ça commence à se stabiliser. Je ne dis pas qu'on ait trouvé le modèle économique qui arrive à nous faire vivre, mais j'ai l'impression quand même qu'on est passé davantage, au moins dans le maniement des informations, on est davantage passé à l'âge adulte que par le passé. Le troisième mot, qui est évidemment, vous vous en doutez, le plus délicat à manier, c'est le mot d'indépendance. On ne va pas mentir, hein, on ne va pas se cacher la vérité. On va pas se cacher la vérité. L'indépendance vis-à-vis des forces politiques, elle est énorme, elle est complète. Les forces politiques, ils pèsent quoi? Ils pèsent rien. La question, elle se pose simplement vis-à-vis des forces économiques, évidemment. Pourquoi? Parce que ces forces économiques, à part quelques rares exceptions dans le paysage de la presse française, eh bien, ce sont ces forces économiques qui nous font vivre, par la publicité principalement, et vous dites du mal d'une société X ou Y, qui a une surface commerciale et d'influence importante dans le pays. On connaît les conséquences, hein, on va pas se raconter d'histoire. En plus, vous avez une particularité de la presse française qui est en train de muter aussi, mais qui mute avec les mutations technologiques qui sont les nôtres. Comme l'a dit François, cette presse française, elle s'est fondée, contrairement à la presse anglo-saxonne, sur le postulat de l'opinion. C'est une presse très politique, contrairement à la presse anglo-saxonne, qui était une presse davantage d'information. Nous, chaque titre avait, je dirais, un message politique, et c'est toujours construit autour d'une personnalité, d'un parti, d'un courant de pensée, des choses comme ça. Aujourd'hui, à quelques exceptions près, c'est de moins en moins vrai. Vous prenez les journaux qui se sont créés encore dans les années 80-90, c'était des journaux qui ont tous été créés par
des sensibilités ou des hommes ou des femmes politiques. Le Matin de Paris est né du besoin de porter un président de la République, un socialiste à la présidence de la République. Vous avez un autre fameux exemple qui s'appelait J'informe, qui était né autour d'un ancien ministre qui s'appelait Joseph Fontanet et qui entendait faire un journal de centre droit qui soit le pendant de ce que le Monde était pour le centre gauche. Vous prenez Michel Joubert qui avait voulu aussi créer un journal qui n'a pas duré très longtemps d'ailleurs. Vous prenez même d'une certaine façon ce journal dont pardonnez-moi j'ai oublié le nom, mais qui était petit format et qui était vendu pas cher. Il appartenait à un monsieur, Rousselet, qui était quand même un des amis les plus proches du président de la République. Et aujourd'hui, les journaux, enfin les médias qui se créent, ce sont des médias qui appartiennent à des forces économiques. Hein. Le Monde appartient à des intérêts économiques très précis. Le Figaro appartient à un capitaine d'industrie. Libération appartient à un groupe comme l'Express, BFM TV, RMC, qui est un groupe qui est loin d'être non plus qui a des intérêts à défendre. Hein. Mais la Croix, par exemple. Non, alors la Croix c'est un peu particulier. Je laisse François le décrire. C'est pas moi qui vais. C'est pas moi qui vais en parler. Mais cette indépendance, c'est pour vous dire que cette indépendance, elle est quand même assez compliquée. Et si vous me permettez, et si vous m'y autorisez de monopoliser encore un peu la parole, je vais parler pour finir, d'un titre qui a été évoqué par François, qui s'appelle François, parce qu'il se trouve que j'ai été directeur de la rédaction de François de 1997 à 1999. On peut partager effectivement l'observation de François en disant que finalement ce journal avait pris l'option d'une espèce de pipolisation ou de dégradation de l'information. Et je crois que c'est possible. Ça n'a pas été, j'ose espérer, le cas quand j'ai dirigé ce journal, quoique on peut en faire l'observation aussi. Mais c'est surtout que je crois que François fait partie de ces journaux qui ont été victimes de la grande mutation de la presse française. François était, dans les années 60-70, ce que le journal de 20 heures de TF1 était à l'information aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on achetait François, il y avait 8 éditions à la grande époque, hein, à l'époque de Lazarev, dans les années 60. C'était un journal qu'on achetait pour avoir l'information brute, quoi. La mort d'Édith Piaf, qui a eu lieu d'ailleurs le même jour que la mort de Cocteau. Donc Cocteau s'est retrouvé en 8e édition tout petit en bas de la une parce qu'il était mort le matin et Piaf est mort l'après-midi et Piaf une je crois que c'était à Noël 65 ou 66 avec un froid de canard en France et il avait titré carrément B avec 4 ou 5 R pour montrer que... Bon, c'était pas une... Il y avait du reportage, puisqu'il y a des grandes signatures, Bodard, Kessel, Labro, qui ont collaboré à ce journal. Mais c'était quand même un journal qui était de son époque. Je ne sais pas si aujourd'hui il pourrait encore survivre comme d'autres, puisqu'il était plus passe-partout. En plus, il n'était pas vraiment marqué politiquement. Et aujourd'hui, les journaux qui s'en sortent, ce sont ceux qui ont une identité très très forte. Voilà à peu près ce que je voulais vous dire pour le moment. Cette situation de discrédit qui nous préoccupe ce matin, est-ce qu'elle est la même en dehors de l'Hexagone? Ça, c'est une question qui est intéressante. Je crois que pour y répondre, je vais me tourner vers Emmanuel Rivière, car je crois que vous avez réalisé un eurobaromètre sur ce thème il y a très peu de temps, le mois dernier. Et quelle est la place de la France? Qu'est-ce que ça nous dit, cette mesure d'opinion?
On a de la chance, en effet, de se retrouver pour parler de ça, alors que je trouve que la Commission européenne a commandité un sondage dans les, pour l'instant, 28 pays de l'Union, où, d'une part, on confirme beaucoup d'éléments du baromètre Lacroix, sauf que là, au lieu d'être mis en perspective sur le temps long, ils sont mis en perspective par rapport à notre espace géographique. Et pour répondre à votre question, la France est pas mal placée, elle est très mal placée. Lorsqu'on demande aux citoyens européens, est-ce que vous pensez que la presse de votre pays, est-ce que les médias de votre pays délivrent une information libre de pression économique et politique, la question mêle les deux dimensions. 69% des Français disent que ce n'est pas le cas, 26% qu'ils sont libres. Même proportion que ce que nous avons dans l'enquête Lacroix. Sauf que la moyenne européenne, c'est 38% des Européens disent que la presse est libre de ces pressions, 12 points d'écart. La France est avant-dernière. Il y a 2 pays où les jugements sont peu sévères, qui sont l'Espagne et la Grèce. Le paysage médiatique vu par les citoyens européens, en gros, distingue très nettement une Europe du Nord et de l'axe central, c'est-à-dire qu'en Autriche, en Allemagne, aux Pays-Bas, mais plus encore en Suède, au Danemark, en Finlande, on a une haute opinion des médias. Quand la frange méditerranéenne est plus chahutée, enfin, l'Italie est proche de la moyenne, et le Portugal, qui est méditerranéen sans l'être, et même plutôt dans les pays où les médias sont crédités d'une certaine indépendance. Puis il y a une situation plus intermédiaire chez les anciens pays de l'Europe de l'Est, qui ont cette caractéristique d'ailleurs d'accorder en revanche beaucoup de crédit aux médias sociaux, à Internet, dont on a peu parlé. Alors, la situation française, vue à travers cet eurobaromètre, on confirme sur un autre point ce que dit le baromètre Lacroix, c'est-à-dire que ce discrédit ne fera pas les médias de la même manière selon le type de publication. Et lorsqu'on demande aux citoyens français si les journaux délivrent une information fiable, 58% répondent oui, c'est la moyenne européenne. C'est même un peu mieux. La moyenne européenne, c'est 55%. Quand on leur demande si la radio délivre une information fiable, 62% disent oui en France, 66% en moyenne européenne. On n'est pas très bien classé, on est en dessous de la moyenne, mais il y a quand même 8 pays qui sont encore plus sévères que les Français. Quand on demande si la télévision délivre une information fiable, on tombe à 41% de réponses positives en France. Et c'est sur cette dimension-là qu'il n'y a que 2 pays où les citoyens sont plus sévères, l'Espagne et la Grèce. C'est-à-dire que c'est beaucoup la télévision qui tire vers le bas cette représentation globale. Et la France ayant comme autre singularité d'être un pays où on a à la fois ce regard très critique sur les médias traditionnels et notamment la télévision, principalement la télévision, et une grande méfiance à l'égard des médias sociaux. Alors que dans les pays d'Europe du Nord, on a certes une très grande méfiance à l'égard des médias sociaux, mais contrebalancée par une grande confiance à l'égard des médias traditionnels. Et ce que je trouve intéressant, c'est cette coexistence dans un même discrédit du média de masse principal qu'est la télévision et des médias sociaux au même niveau par rapport à un autre enjeu qui est celui qu'a évoqué Yves Tréhard et qui est extrêmement chahuté, c'est à voir ce qui s'est passé dans une autre élection, autour d'une autre élection aux États-Unis, c'est cette espèce de relativisme par rapport à la quête de la vérité. Et ce rôle des médias, de dire ce qui est, de contrebalancer le discours politique par des faits, des analyses, de faire le distinguo entre ce qui est un discours électoral, avec des enjeux de conquête de l'opinion, et un certain nombre d'analyses basées sur les faits. On a beaucoup, et avec raison d'ailleurs, parlé d'une pratique journalistique qui s'est beaucoup développée, qui était le fact-checking, qui était présentée comme une forme de reprise de pouvoir, avec cette capacité en temps réel de contredire, de contrôler, de vérifier ce que disaient les politiques. Ce
qui leur imposait peut-être d'ailleurs de corriger leur discours, de faire un tout petit peu moins de langue de bois. Seulement voilà, il s'est passé aux États-Unis qu'un candidat a fait une campagne en balançant à tour d'intervention non seulement des horreurs, mais aussi des contre-vérités, soigneusement identifiées, pointées, dénoncées, etc., sans que ça ait eu aucun effet. Au contraire, peut-être. Au contraire, peut-être. Et je trouve que là, c'est une vraie question sur ce débat sur la confiance dans les médias. C'est cette espèce de relativisme et la proportion de Français, qu'il est difficile d'estimer d'ailleurs, qui considèrent comme plus vrai ce qu'on leur dit sur les médias sociaux, qui adhèrent aux thèses complotistes, qui finalement se disent que quand un journaliste prend, peut-être pas la plume, mais le micro et une caméra pour dire non, ce qu'a dit monsieur un tel ou madame une telle, ça n'est pas vrai, comment c'est reçu? Est-ce que cette fonction de rétablissement d'une vérité basée sur les faits, sur la vérification, sur le recoupement, sur le croisement des sources, et arrive à se faire reconnaître comme tel. Visiblement, c'est beaucoup plus difficile pour la télévision que pour d'autres supports, comme la presse écrite. Mais voilà, comme l'a montré récemment, les primaires de la droite, une campagne électorale, ça se passe beaucoup à la télévision. Et je suis à la fois saisi et assez inquiet, cette espèce de relativisme des valeurs en termes de véracité de l'information. Merci. On voit bien que c'est surtout la télévision qui est en cause, qui est remise en cause, qui est contestée, qui contribue donc à jeter ce discrédit sur la profession de journaliste, puisque tel est notre thème. Moi, je veux me faire un peu l'avocat du diable, mais tout de même, est-ce que le public, le grand public, je ne parle pas des initiés, mais je parle de la France profonde, pour utiliser un terme qui ne peut peut-être pas dire grand-chose, mais chacun voit bien. Est-ce que le public n'a pas l'impression qu'il y a une trop grande connivence, une trop grande proximité, voire une complicité? Est-ce que la complicité qui se voit assez souvent sur les plateaux de télévision entre des hommes politiques et des journalistes, est-ce que les relations personnelles, amoureuses même, hein, allons-y, qu'il y a entre une partie de la classe politique et des journalistes, est-ce que tout ça ne contribue pas à ce déclin, à ce discrédit, pardon? Et par exemple, on entend assez souvent dire, alors je sais bien que c'est populiste, mais il faut aussi l'entendre, oui, mais ils sortent tous des mêmes milieux, des mêmes grandes écoles, ils ont tous fait Sciences Po, ils sont connus sur les bancs des mêmes grandes écoles et tout, ce qui n'est pas faux toujours. Qu'est-ce qu'il faut penser de ça, François? Je ne suis pas le seul ici à pouvoir répondre à cette question, non, mais essayons de faire un peu plus court les séquences. Moi, je pense, c'est un des enjeux d'ailleurs dans le jugement autour de la presse. Les gens ne savent pas comment fonctionnent les médias. Et il y a autour des médias un certain nombre d'idées toutes faites. Alors, si on se contente du discours poujadiste et des images qu'on aperçoit à droite à gauche, non, les journalistes ne vivent pas comme les hommes politiques, non, les journalistes avec une déontologie un peu béton ne partent pas en vacances avec les hommes politiques, non, les journalistes ne sont pas obligés de coucher avec les hommes politiques et l'inverse non plus, etc., etc. Tout ça, c'est la mythologie, c'est le discours classique autour des élites. Il est porteur d'une part de vérité. Mais un sociologue, on va s'intéresser aux choses sérieuses un instant, un sociologue a essayé de modéliser la nature des relations, à partir d'une enquête sociologique très sérieuse, la nature des relations entre les journalistes et leurs informateurs hommes politiques. Ce sociologue s'appelle Cyril Lemieux, il a écrit un livre paru chez Mon Chrétien il y a longtemps, c'est un livre ancien, qui doit dater des années 90, mais le modèle reste intéressant pour comprendre comment ça se joue. Ce livre s'appelle Mauvaise presse pour une sociologie compréhensible du travail journalistique. Il décrit très bien la nature des liens. Au fond, ce qui se passe entre les journalistes et leurs informateurs politiques, dans le champ politique, mais ça vaut aussi dans le monde de l'entreprise, et c'est au cœur de la question
de la nature des relations nouées par les professionnels au moment où ils exerçaient leur métier avec leurs informateurs, le modèle dit la chose suivante, c'est le modèle d'un contrat. Tout le monde a besoin de tout le monde. Le journaliste a besoin de l'homme politique pour être informé, l'homme politique a besoin du journaliste pour qu'on parle de lui. Donc ils échangent des informations, il y a une circulation d'informations, et il y a un certain nombre de codes tacites entre les hommes politiques et les journalistes. Je te donne de l'info, mais du coup tu parles de mes préoccupations dans mon combat politique. Le deal est celui-là, le journaliste, à l'inverse, reçoit l'info, en parle. Le moment intéressant dans la description du phénomène, c'est le moment où le contrat est rompu. Imaginons qu'un homme politique possède une information essentielle pour le travail du journaliste. Il peut décider, pour des raisons de confidentialité, de stratégie, de ne pas la donner au journaliste. Du coup, le contrat est rompu et leurs relations se tendent. L'hypothèse inverse, l'homme politique donne une information au journaliste et lui dit « Mais non, ça c'est en off, tu n'en parles pas, je te dis ça pour que tu comprennes ce qui se passe. » Mais dans ce cas-là, l'information peut avoir un intérêt tel que le journaliste décide de rompre le contrat et donne l'info qu'on lui a donnée sous le sceau de la confidentialité. C'est pour ça que je pense que l'offre n'existe pas juridiquement. Mais je continue ma démonstration. Qu'est-ce qui se passe? On est dans des cas contractuels. Le contrat se rompt dans les deux hypothèses. L'un et l'autre se font la gueule, ne se voient plus, les règles du jeu n'ont pas été respectées. Du coup, dans les rédactions, c'est quelqu'un d'autre qui prend le relais de celui qui est devenu tricard, pour parler vulgairement. Et chez les hommes politiques, l'homme politique concerné trouve un autre interlocuteur dans la presse, ou même dans le titre concerné. Mais qu'est-ce qui se passe au fil du temps? Im Lauf der Zeit. Il se passe la chose suivante. C'est que le temps passe, et comme tout le monde a besoin de tout le monde, ces contrats qui sont sans cesse défaits dans une logique de production de l'information, sont sans cesse reconstitués dans une logique de production de l'information. C'est pour ça que le jeu n'en finit jamais. Mais il n'y a pas de morale dans l'histoire. C'est du contrat. Implicite, mais c'est du contrat. Il ne sert à rien de décrire le monde journalistique et le monde médiatique comme une immense marmite faite de confidences. Tout le monde bosse dans ce monde-là. Et tout le monde a des intérêts professionnels à défendre. Yves Tréa. Sur le même sujet. Oui, oui. Écoutez, moi j'ai jamais couché avec une femme politique. Elle a gardé son métier de journaliste, mais il était hors de question pour elle, c'est à sa demande, hein, parce qu'on ne savait pas, qu'elle continue à exercer dans le cercle politique. Moi je crois que le sujet, je ne vais pas revenir sur les rapports entre les politiques et les journalistes, le contrat dont vient de parler François. Ce qui me paraît beaucoup plus vicieux, d'une certaine façon, c'est les rapports qu'entretiennent les juges avec les politiques. Il est là le sujet. Parce que vous savez, on est plus souvent les pigeons que les ordonnateurs. Et en fait, là où on est souvent les pigeons, même si on se drape de virginité, de consentement, c'est quand même avec la magistrature. Et avec les flics de temps en temps. Et avec les flics. Moi, je suis toujours surpris de voir, et je ne dis pas que le Figaro procède différemment, de voir des PV entiers d'audition publiés le lendemain ou le surlendemain dans un journal. Ben, je suis désolé, ça, c'est pas normal. Ça veut dire que quelque part, et ça ne peut être que le juge d'instruction, parce que ça se passe souvent au niveau du juge d'instruction, ou les avocats. Mais quand le juge d'instruction ne veut pas que son affaire soit enterrée, ben voilà. il la file au journaliste Voilà. pour qu'elle soit médiatisée. Et là, nécessairement, derrière ces dossiers qui sont c'est généralement des dossiers sensibles, hein, c'est pas des dossiers... Généralement, il y a des intérêts politiques, d'ailleurs. Souvent, des intérêts économiques très forts. Et là, il y a quand même, chez nous autres journalistes,
questions qu'on peut se poser. On cède souvent à la facilité, parce qu'on se rend finalement les complices d'un jeu qui nous dépasse un peu, auquel on accepte de participer. Mais moi, c'est surtout ça qui me frappe. Par rapport à un politique, bon, il y a quelques règles, mais sincèrement, si vous prenez les journalistes politiques, ceux qui suivent la politique, ils s'astreignent à des règles précises. C'est pas parce qu'on va déjeuner avec un homme ou une femme politique qu'on devient un complice, parce qu'il faut quand même aussi qu'on ait des informations, hein, qu'on aille à la chasse aux informations. Donc ça paraît quand même nécessaire et logique. Alors, en revanche, j'aimerais que vous parliez de Sciences Po tout à l'heure. C'est vrai que de plus en plus, avant, il y avait une grande diversité dans la formation des journalistes en France. Je crois que quand je suis rentré dans ce métier, il y a longtemps, il n'y avait que 20% de la profession qui sortait d'école de journalisme, et l'ensemble de la profession arrivait d'horizons vraiment très très divers, ce qui faisait la richesse de ce métier. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a une tendance quand même à une monoformation qui consiste à passer par des écoles de journalisme ou par Sciences Po qui a même monté, par les deux, Sciences Po qui a même monté sa propre école de journalisme aujourd'hui. Et c'est vrai qu'on retrouve, si vous voulez, c'est vrai qu'on retrouve souvent les mêmes personnes qui ont fait les mêmes écoles, qui ont fréquenté les mêmes écoles au même moment, ou qui ont eu les mêmes professeurs. Donc il y a une espèce de formation, je dirais, spirituelle, intellectuelle, qui est souvent commune, quand même. Et, par définition, vous savez, on parle souvent du politiquement correct, on parle souvent de... Tout le monde dit la même chose, donc il y a un peu de ça. C'est vrai que la formation, si elle était davantage... Ce qui est extraordinaire dans notre métier, c'est que justement, il peut se nourrir de gens qui arrivent de tous les horizons. Je suis toujours un peu triste de voir qu'aujourd'hui, ça se formate un peu, si vous voulez. Il y a une standardisation des formations qui est peut-être un peu préjudiciable à notre métier. Emmanuel Riquière, vous vouliez intervenir. Oui, parce que le point de vue du sondeur, forcément, hein, chacun parle de là où il est un petit peu différent, pas contradictoire. Moi, j'ai l'impression, quand je regarde ces rapports des journalistes avec les politiques, les médias sont des médiateurs. Et donc, ils ont ce rôle d'intermédiation. Et j'ai l'impression que tout se passe comme si la presse politique en particulier s'était assignée comme rôle d'arriver à rendre transparent un fonctionnement, celui du milieu politique, qui par définition a un peu d'opacité, parce que la politique, en particulier la communication politique, il y a beaucoup de langue de bois, il y a beaucoup de faux-semblants, il y a beaucoup de présentations avantageuses, de choses qui sont moins. Donc le rôle logique des journalistes, ce serait d'enlever la carapace, d'enlever un peu le vernis, pour accéder à une vision plus claire. Et d'obtenir, comme l'a dit François, de l'information. Et du coup, avec une nécessité de pénétrer ce milieu politique, d'arriver à rentrer dans les arcanes, donc de rentrer en intimité, en affinité. Ça sert à ça, je crois, les déjeuners. Ça sert à obtenir des confidences, ça sert à comprendre, pour restituer. Mais il se trouve que, je crois que ce faisant, en se rapprochant de ce milieu politique, avec ce désir d'affinité, on aboutit à un phénomène sociologique assez basique finalement, pour le coup assez bourdieussien, je suis assez bourdieusien en fait, qui est de partenir en même milieu, c'est une question d'habitus en fait, et de s'éloigner des vrais gens. Et moi je suis frappé, je fais souvent cet exercice, notre métier se voit souvent dans les médias, mais si on le fait bien, notre métier est auprès des gens. Quand j'entends des matinales en particulier, et les questions qui sont posées par les journalistes aux hommes politiques, il y en a de deux natures. Mais beaucoup de ces questions, je me dis, mais ça n'intéresse pas les gens. Ça ne les intéresse pas. Et où, en plus, ça les dégoûte. Ça les renvoie, en fait, à cette espèce de langue de bois, de vision de la politique. Et soit parce qu'effectivement, il y a des questions qui n'ont pas de sens pour les gens, qui n'ont de sens pour des gens qui sont dans le même milieu.
Et en fait, avec des questions qui n'auront peut-être plus de sens dans 3 semaines ou dans 2 semaines. Ça, pour moi, c'est un bon test. Est-ce que la question mériterait d'être posée encore dans 3 semaines? Or, il y a une inflation de questions vraiment très Kleenex, je crois, qui sont posées dans ces moments-là et qui n'impriment pas sur les gens. Puis il y a une autre nécessité, je crois, et alors, là aussi, c'est pareil. C'est-à-dire, vraiment, moi, je surtout pas essayer d'apparaître comme un dedans de leçon, de jeter la pierre sur les gens, mais les journalistes politiques savent qu'ils sont un peu soupçonnés de complicité avec les médias. Et ce qui est curieux, c'est que la réponse consiste souvent, quand on a un invité politique, à montrer qu'on n'est surtout pas complice, donc à l'agresser, à aller le chercher, et parfois pas sur les bonnes choses. Et avec notamment cette espèce d'effet inflationniste de la petite phrase. Et le schéma très classique, en particulier quand vous avez un invité qui est membre du gouvernement. Un des membres du gouvernement a dit une bêtise dans la veille. Il n'y a pas de gêné politique à Cuba. Le lendemain matin, vous avez 7 ou 8 invités des matinales qui sont des membres du gouvernement. Et tous doivent réagir sur la phrase un peu balotte, idiote de Ségolène Royal. Et qu'est-ce qu'ils font sinon de la langue de bois? Est-ce qu'ils ont le choix? Et là, pour le coup, c'est une vraie question. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de provoquer un ministre qui sait bien que c'était pas bien de dire cette phrase-là, sur cette phrase-là, qu'est-ce qu'il va faire à part de la langue de bois? C'est mécanique. Il y a 100% de chances qu'il fasse de la langue de bois. Que dit l'auditeur? Il dit c'est de la langue de bois, et son attention, il décroche. Et voilà, et de la même manière, l'autre manière de titiller, de faire le spectacle, c'est beaucoup vu dans le débat sur les primaires. Ah, il a dit ça de vous, votre adversaire politique, ou encore mieux, c'est du pain béni, votre compagnon de parti. Là, c'est l'extase. Si dans le même parti on s'autocritique, et c'est pareil, ça devient... Et donc, ça donne une vision de la politique très conflictuelle, très langue de bois, très éphémère, qui, je crois, contribue beaucoup à ce discrédit. Et je pense que c'est aussi pour ça que la presse écrite, si on regarde bien auprès des lecteurs de la presse écrite, s'en sort un petit peu mieux. On pourrait adresser le même reproche au sondage. Moi, c'est un des tests que je fais quand il s'agit de faire un sondage. C'est pour ça que, franchement, il faut faire le distinguo entre ce qu'on fait avec François, on leur met la croix, et puis ce qui peut se faire par ailleurs. Je ne dis pas qu'on y échappe. C'est est-ce que la question, elle aura du sens dans 3 semaines? Franchement, poser un échantillon de français une question dont on se dit 3 semaines après, qu'est-ce qu'on a voulu dire là? Pourquoi on a posé cette question? C'est probablement pas un bon exercice. Et voilà, là encore, je ne veux pas jeter la pierre, mais je pense qu'il y a des mécaniques collectives qui contribuent à éloigner les Français. Et à l'inverse, moi j'ai été frappé de voir l'attention soutenue, ça n'a pas zappé au débat des primaires, qui commençaient à peu près tous, notamment le premier et le dernier, sur des choses un peu âpres, ardues, où on rentrait dans le détail des politiques publiques, et les gens, ça les intéresse aussi. Ils ne sont peut-être pas attirés par ça, c'est peut-être pas ce qu'ils vont consommer le plus facilement, parce que ça demande un effort, mais quand ils y sont confrontés, ils savent que ça c'est important. Et dans le dosage, je trouve qu'il y a des modes d'interview des hommes politiques qui font comme si c'était rien passé depuis 30 ans. Or, on n'est plus dans le même rapport à la politique, on ne peut pas interviewer les hommes politiques comme on le faisait il y a 30 ans, je crois. Un mot de la part de François Ernenwein, et puis après je voudrais qu'on passe la parole à la salle. Préparez vos questions, après c'est à vous. Je ne veux pas surenchérir longtemps à ce qui vient d'être dit, qui était excellent. Mais je voudrais quand même noter une chose. La réponse est plutôt à Yves. Assez simplement, je voudrais dire qu'il ne faut pas avoir la nostalgie d'un temps béni du journalisme. La profession, ces 30 dernières années, s'est hyper professionnalisée. Elle subit les effets décrit par Yves, c'est très vrai, mais d'un autre côté, elle a énormément gagné en rigueur. Aujourd'hui, les standards d'exigence de production de contenu dans la plupart des quotidiens nationaux, des télés, etc., sont des standards qui sont sans cesse à la hausse dans cette quête effrénée de qualité qu'on évoquait tout à l'heure. La profession s'est professionnalisée, elle a gagné en rigueur. Alors après, le fait qu'elle soit monocolore est assurément un problème.
Mais à mon avis, ce qui la dégrade plus sûrement que le fait qu'elle soit monocolore, c'est l'hystérisation à l'œuvre avec le développement des nouvelles technologies, c'est-à-dire l'introduction d'une logique de flux dans des marques qui étaient historiquement papier, donc plutôt à distance. Cette hystérisation dans la production de l'information a un certain nombre d'effets pervers. Il faut être le premier. Pour avoir du référencement, il faut donner une info très vite. On prend moins le temps de la vérifier. On prend moins le temps nécessaire à la production de contenu de qualité parce qu'il faut aller vite. Ça, c'est pour le web, mais ça a eu aussi un certain nombre d'effets dans la production papier. L'autre remarque que je voudrais faire, sur la question de l'agressivité, c'était évoqué par Emmanuel à l'instant. C'est vrai, moi j'ai le souvenir d'une conférence de presse au tout début du mandat de Nicolas Sarkozy, en 2007. Il y avait deux types de questions. La question de connivence, c'était « Est-ce que vous êtes devenu un monarque républicain ?» C'est typiquement la question dont tout le monde se fout en France et en Navarre. Donc il y avait pendant cette conférence de presse cette question posée par quelqu'un, gonflée de toute son importance, etc. Et puis il y a une question bêtement technique, est-ce que vous allez augmenter le SMIC? Mais franchement, quelle était la question la plus embarrassante pour le nouveau président de la République? C'était pas celle pleine d'emphase sur le monarque républicain, mais celle sur le SMIC. C'est-à-dire, si vous posez des questions précises, calmes et documentées, vous êtes beaucoup plus efficace comme journaliste. D'ailleurs, à titre de comparaison, et ça vient renforcer le sentiment de connivence qu'on peut avoir en France, les conférences de presse à la Maison-Blanche sont beaucoup plus professionnelles du point de vue des journalistes qu'elles ne le sont en France quand une conférence de presse a lieu à l'Élysée. Il suffit de mettre sur deux écrans et le style et le mode de questionnement, et vous verrez qu'on est dans deux mondes différents. Et de mon point de vue, le modèle américain sur cette question-là, la relation avec les gens qui exercent le pouvoir, est nettement mieux maîtrisée qu'il ne l'est en France sur cette question de la complicité. Merci François. Yves Tréhard me prie de l'excuser auprès de vous car il avait un rendez-vous à 10h30 et donc il a dû partir. On se vote un quart d'heure, pas plus, parce que chacun est pris après, les intervenants sont pris par d'autres rendez-vous. Qui veut poser la première question? Oui, levez-vous. Oui, bonjour, Claude Trigano. Dans mon jeune âge, j'ai créé le groupe Trigano Électronique et j'étais représentant des grandes firmes internationales du domaine de la photocomposition, par exemple, notamment Triple I, International Incorporated, Magram, etc., Monotype International Angleterre. Et un de mes principaux clients était le groupe Ersan. À l'époque, c'était M. Henri Morny, pour lequel j'avais inventé le pré-presse. Ça, c'est pour l'histoire. Oui, Maintenant, pour le futur. Et ça, c'est mes questions. N'avons-nous pas l'impression que la presse française est quelque part un peu trop franco-française? C'est-à-dire, notamment, aussi, il y a une question à deux niveaux, à la fois le professionnalisme et à la fois l'avènement des nouvelles technologies, qui a une incidence toute relative à mon sens, mais ça vous allez me confirmer ou non, dans le champ de la presse et des médias en général. Alors, premièrement, ne faut-il pas avoir une véritable presse d'investigation qui croise ses sources au plan international, notamment parce qu'on est dans la mondialisation, comme le veuille ou non, et que les multinationales ont peut-être un rôle très important sur le territoire national, même si on ne peut pas le voir. Ça, c'est la première question. Deuxième question, sur le plan scientifique, ne faut-il pas avoir une approche un peu plus scientifique de l'information, un peu plus construite, et notamment avec l'avènement des nouvelles technologies qui nous permettraient aujourd'hui, ce qui est déjà dans le cas dans bien d'autres industries, dans le cas de la santé, dans le cas de la, etc., où vous avez la possibilité avec le big data, avec l'intelligence artificielle, avec un certain nombre de nouvelles approches de l'information et de la connaissance qui peuvent être tout à fait mises à profit pour réinventer la presse du XXIe siècle, pour faire du multimodal et de faire une cohésion et une intégration de l'ensemble des médias de façon cohérente en se projetant dans le futur de façon efficace. Merci François, il va répondre à vos questions. Essayez pour les questions qui suivent d'être pas trop loin de notre thème. Je ne vais pas être trop long. D'abord, je me réjouis de tant d'audace intellectuelle et effectivement, la presse, parmi les enjeux, c'est être capable de penser
les évolutions technologiques, le data journalisme se développe. Simplement, je voudrais corriger une idée lancinante dans notre propos. Le journalisme, c'est pas une science exacte, c'est ce que je dis à mes étudiants. Moi, je vous transmets une expérience, mais je vous transmets pas une science. C'est-à-dire qu'on est incapable de codifier les bonnes pratiques à la manière d'une expérience de chimie, par exemple. Ça n'aurait aucun sens de faire ça, parce qu'il y a une dimension humaine, relationnelle dans l'exercice du métier, qui n'est probablement pas modélisable. Sur la question d'une presse d'investigation au niveau international, on a eu d'exemples éloquents récemment sur les questions d'évasion fiscale, effectivement, ça me paraît une piste effectivement intéressante. Mais il faut reposer la question, comment sont constitués ces panels de titres, comment se construisent les accords, etc. Comment les gens, les lanceurs d'alerte, en fait, s'adressent aux médias du monde entier. Parce que, du coup, l'information donnée par un lanceur d'alerte a vocation à être traitée par l'ensemble des médias, et pas un panel choisi de médias, ou par le lanceur d'alerte, ou par le premier titre qui a reçu les informations du lanceur d'alerte. Donc il y a une question sur le fonctionnement de tout ça. Mais certainement, il y a un grand intérêt à multiplier, vous le disiez vous-même en vous référant à la puissance des groupes et à leur caractère multinational, transfrontière. Effectivement, là, il y a des choses à poursuivre. On a avancé sur la question de la dissimulation fiscale uniquement au prix de ce type d'enquête menée sur plusieurs fronts, etc., obligeant les États à un peu plus de transparence sur leurs pratiques en matière fiscale. Ça a évidemment un intérêt. Merci. Autre question? Oui, allez-y, vous avez... Yves Chicli. Yves Chicli, UPF. Un petit renseignement. La relation entre les journalistes et les rédacteurs. Moi, j'ai déjà envoyé... Qu'est-ce que vous appelez rédacteur? La rédaction. Les directeurs de rédaction. Moi, j'ai envoyé donc, des articles à plusieurs reprises à un journal. Oui. À plusieurs reprises, jamais ils retournent comme quoi, donc ils ont reçu. Oui, c'est ça. Oui. Et d'autre part, une fois, ils ont mis un article qui a pris la moitié de la page. Donc, ils m'ont demandé les circonstances de l'incident. Oui. Et ils n'ont pas dit la vérité. Vous avez un directeur de rédaction, quand, dans ses choix pour composer son journal, je ne pourrais pas prendre votre place, il s'appuie déjà sur ses journalistes de la rédaction, les journalistes maison, sur un certain nombre de pigistes habituels ou occasionnels, et de toute façon sur des professionnels qui sont reconnus, qui ont une carte de presse, etc. Car pour avoir moi-même dirigé quelques rédactions pendant une vingtaine d'années, je peux vous dire qu'on est très sollicité. Donc on reçoit tellement de papiers fantaisistes souvent qu'on les écarte à peu près systématiquement. Alors il peut y avoir un bon papier, peut-être le vôtre, qui s'est trouvé repoussé, mais il y a des règles. Enfin, on n'est pas tout à fait dans le sujet là. Hein. Ou alors on est dans la tribune libre, ou dans le courrier des lecteurs, mais c'est un autre chapitre. Qui veut poser une autre question, s'il vous plaît? Oui. Bonjour, merci de me passer la parole. Je suis Jackie Moinfo, ancien le D8 de Vox Afrique à Londres. Et désormais, je me débrouille dans mon petit média, JMTV+, que je souhaitais développer avec votre aide, bien entendu, membre de l'UPF. J'ai beaucoup apprécié l'intervention d'Emmanuel sur l'intemporalité de l'information. À chaque fois que je mets une interview, je me pose toujours la question, est-ce que cette question aura un concours dans 1 an, dans 2 ans? J'ai d'ailleurs une interview avec un homme politique d'envergure dans 2 jours. Je souhaiterais avoir votre critique, je souhaiterais vous l'adresser. Alors, je souhaiterais vous poser une question très concrète sur les matinales. Qui me conseillerez-vous? Moi, j'ai pris le parti d'écouter Bourdin. Est-ce que vous pensez que ce monsieur est plus agressif ou plutôt objectif? Merci. Correction, parce que vous me posez la question, mais effectivement, pour dire que je ne vois absolument pas
compétences pour orienter vers telle ou telle matinale. Après, effectivement, la matinale de Jean-Jacques Bourdin est une matinale très vivante et il y a des hauts faits d'armes de Jean-Jacques Bourdin. Il y en a un qui a eu un impact colossal sur l'image de la ministre qu'il a traitée, un peu maltraitée. C'est quand il a interrogé Myriam El Khomri sur le nombre de renouvellements de CDD et qu'elle a mal répondu. Je veux vous dire que c'est quelque chose qui va laisser des traces longues sur l'image de Myriam El Khomri, sur l'image du gouvernement, ça a été impactant aussi. Ce sont des choses dont on trouve spontanément la trace lorsqu'on interroge les Français qui s'expriment spontanément sur les questions de compétence ou d'incompétence. Alors, après, on peut considérer qu'en faisant cela, il a fait son travail. Maintenant, est-ce que c'est ça que doit faire un journaliste quand il interroge le ministre? C'est un style, hein. Myriam El Khomri sur le renouvellement des CDD, Jean-François Copé sur le prix du pain au chocolat, et il y a comme ça le prix de la baguette, le prix du ticket de métro ou du pass Navigo, qui sont des outils à la disposition des journalistes. C'est pas, en fonction de ce qu'est la vocation du journaliste, c'est ou c'est pas une bonne idée pour rendre visible et compréhensible l'action politique. Je ne suis pas sûr que ce soit une très bonne idée en fait. Merci. Je ne suis pas sûr non plus que ça ajoute au crédit des journalistes de passer en boucle la bourde de telle ou telle, même si elle est importante. Une fois qu'on en a parlé, il n'y a pas besoin de s'acharner et de revenir là-dessus. Alors oui, les chaînes d'infos continues, radio ou télé, se prêtent à ce genre de jeu et je crois que ça finit par discréditer l'histoire du pain au chocolat. Non pas que j'ai quelconque sympathie pour Jean-François Copé, mais là n'est pas le sujet. Je crois que 8 jours après, parler encore de cette erreur sur le prix du pain au chocolat, si on pose la question dans la salle, qui connaît le prix de la bouteille d'Évian, par exemple, bon, on va être nombreux à sécher. Donc ça, pour moi, franchement, c'est de la mauvaise information. On sort du cadre. Alors si on accroche un ministre, pourquoi pas, mais il faut que ce soit quand même un peu l'anecdote et pas le cœur de l'interview ni de l'info. Autre question? Donc je m'appelle Mohamed Sitouni, je suis membre de l'UPF depuis des années. Et donc ma question, plutôt ma petite intervention, c'est concernant, je crois que la première règle du journalisme, donc l'éthique du journalisme, c'est l'indépendance. Et là, on a compris que vraiment ce sujet est très très compliqué. D'autre part, je voudrais parler sur une certaine rigidité que la presse en France connaît, notamment l'audiovisuel. Moi-même, je suis intéressé par la création, par exemple, d'une radio franco-marocaine ici dans la région parisienne. J'ai fait l'essai, mais franchement, c'est hyper compliqué. On ne sait même pas par où commencer. Et je crois que peut-être il est temps que les autorités audiovisuelles commencent à se poser des questions dans une époque où un blogueur maintenant peut toucher plus de gens qu'un journal, notamment de la presse écrite. Voilà, merci. Vous n'avez pas une question, donc c'était une réflexion simplement. Une réflexion. Qui a une question? Oui, madame. Oui, levez-vous. Bonjour, mon nom est Michel Jacques, je travaille pour le site d'information de TV5 Monde et j'aurais une question pour le confrère du journal La Croix. Je lui signale d'ailleurs parce que je reviens des États-Unis où des professeurs à l'université de Boston m'ont parlé des conférences de presse à la Maison-Blanche et se plaignaient que sous Obama, il y a eu des restrictions de plus en plus fortes d'accès à ces conférences de presse et du fait qu'elles devenaient des outils de communication au service de la Maison-Blanche plutôt que des vrais lieux de débat. Donc il y a une réflexion à avoir, évidemment, avec le nouveau président. On peut craindre le pire. Mais ma question est de savoir comment reconquérir ou comment conquérir le public des jeunes lecteurs pour la presse écrite. Je suis une ancienne de la presse écrite, donc je suis très attentive à cela. Comment faire pour qu'ils n'aillent pas uniquement sur les réseaux sociaux? Comment faire pour qu'ils ne se défient pas des journalistes? Et est-ce que, par exemple, la journée de la presse à l'école, à laquelle vous contribuez de manière de très longue date, peut avoir un impact? Mais est-ce qu'il y a d'autres initiatives de la part de votre quotidien? Merci.
vous remercie pour cette question. Elle a l'avantage, on arrive sans doute vers le terme de notre rencontre, d'ouvrir un peu sur l'avenir. Effectivement, mais la question est complexe. À très court terme, vous avez évoqué le rôle de la journée de la presse à l'école et l'éducation aux médias. Il y a une instance à l'éducation nationale qui s'appelle le CLEMI, qui s'occupe de toute la pédagogie liée à cette éducation aux médias. Ils font un travail remarquable pour essayer, à travers la semaine de la presse à l'école, un certain nombre d'actions, de populariser la lecture de l'accès à l'information, l'intérêt pour l'actualité, à la fois des enseignants et des élèves. Donc, ça, c'est un travail remarquable. Maintenant, il ne faut pas tout confondre. À mon avis, il y a beaucoup de pédagogie qui est faite par les marques de presse en espérant obtenir, éduquer aux médias pour obtenir demain de nouveaux acheteurs. Mais il ne faut pas se faire d'illusions. Je vois chez mes étudiants, mes enfants, etc., l'accès à l'information ne se fait absolument plus par le papier. Ils ont déjà tous basculé dans l'univers d'Internet. Donc là, il y a un travail énorme d'éducation aux médias à faire pour les marques de presse, assez stratégique, pour essayer d'expliquer que non, l'information gratuite, facilement accessible, n'obéit pas exactement aux mêmes standards de qualité que celle qui est payante. Produire de l'information, même sur le net, a un coût. Il y a beaucoup de pensées magiques autour d'Internet, c'est-à-dire même les éditeurs de presse croient qu'on peut développer ça avec des bouts de ficelle. C'est pas vrai, c'est du développement, c'est des outils informatiques, c'est des logiciels, etc. Si on veut avoir des sites de qualité, il faut investir dans ces sites de qualité. Si on veut des contenus de qualité, il faut, y compris pour le web, envoyer les gens sur le terrain, etc. Tout ça a un coût. Et demain, il est important d'apprendre aux jeunes à distinguer entre l'info immédiatement disponible sur les réseaux sociaux et sur des contenus bâclés sur Internet, et puis une information produite par des marques reconnues en matière d'information, avec des règles dans la production de l'information. C'est ce que je dis souvent dans des débats publics. On a cru que l'explosion d'Internet allait rendre tout le monde journaliste, mais quand ça chauffe en France le soir du 13 novembre, vous n'allez pas chercher de l'info sur le blog de votre concierge. Ça prouve bien que dans les situations tendues extrêmes, dans le cas là, vous avez tous le réflexe de vous dire l'information de qualité, je la trouverai sur les marques reconnues. Ça ne veut pas dire que, j'ai étudié ça de près, les réseaux sociaux n'ont pas joué de rôle dans la nuit des attentats du 13 novembre. Mais il y a une chose qui est très frappante, c'est les réseaux sociaux ont fourni un travail de veille et les gens pouvaient avoir une vue de ce qui était en train de se passer à travers les réseaux sociaux, mais ensuite les réseaux sociaux, 2 heures après le déclenchement des attentats, ont été le vecteur de rumeurs absolument folles sur d'autres attentats dans Paris, des choses absolument pas vérifiées. Et je pense que si on faisait l'étude, je ne sais pas si elle a été faite, mais elle serait intéressante, il faudrait voir quand s'est produit la bascule en matière d'information chez les gens légitimement inquiets une nuit d'attentat, des réseaux sociaux vers les chaînes d'information en continu, etc. À mon avis, c'était au courant de la soirée qu'au bout d'un moment, les gens, dans ce foisonnement et les rumeurs qui traînaient sur les réseaux sociaux, ont fini par se dire, ben non, je vais essayer de chercher de l'info vérifiée et réputée de qualité ailleurs. Il y a une bataille à mener aujourd'hui pour expliquer que non, il n'y a pas d'information de qualité gratuite, que l'information de qualité demain, il faudra accepter de la payer comme n'importe quel service. Quand vous appelez votre plombier pour changer une rondelle, vous le payez. Je ne vois pas pourquoi la production intellectuelle serait en libre accès toujours et partout. Je pense qu'il faut des ressources pour fabriquer une presse indépendante. Si elle n'est pas soumise aux annonceurs, etc., il faut des ressources, il faut se battre pour que cette presse indépendante ait accepté de payer, donc comme consommateur, pour que cette presse indépendante ait les moyens de sa vie et de sa survie.
Merci beaucoup. Je crois que nous allons nous en... Moi, je voulais juste faire une petite remarque Oui. par rapport à ce que vous venez de dire, monsieur. Oui. Je crois avoir compris que vous avez pris carrément l'antithèse de ce que vous aviez dit tout à l'heure par rapport aux jeunes et aux outils de la modernité qui sont indispensables à travers les nouveaux médias, justement de les aider à pouvoir mieux assimiler l'information et la connaissance qui est véhiculée par ces médias, en s'appuyant aussi sur une démarche que vous ne voulez pas entendre avec le mot scientifique, mais qui est parfaitement scientifique, à savoir de corréler les sources, de faire jouer les contradictions et d'utiliser toutes les sources d'informations pour y arriver. Je ne vois pas de contradiction dans mon propos, c'est la même dynamique, c'est une même exigence de qualité que je porte. Très bien, on va en rester là. Merci à nos intervenants, merci à Emmanuel Villière, merci à François Arnevaille. Merci à Yves Théard qui nous a quittés. Je crois que ce qu'il faut retenir, c'est que pour freiner, endiguer ce discrédit qui trop souvent pèse sur notre profession, il y a 3 mots-clés, c'est la rigueur, la qualité, l'indépendance. On vous a dit autour de cette table, à cette table, comment tenter d'y parvenir. Merci à vous d'être venus. Il y a une dizaine de personnes qui n'ont pu accéder, qui nous ont envoyé des SMS parce qu'elles avaient des problèmes de numéro d'immatriculation de leur véhicule. C'est dommage, la salle aurait été plus pleine encore. Merci, à très vite. Au revoir. Il y a un café et un thé qui vous attend. Pardon.